fermez les yeux et imaginez-vous une table. Table sur laquelle vous aimeriez travailler. Pensez à sa taille, pensez au bois dans lequel elle est faite, pensez comment elle a été assemblée. Est-elle vernie ou simplement poncée? A-t-elle une particularité? Imaginez-la aussi clairement que vous le pouvez. Maintenant, regardez une vraie table. Laquelle de ces deux tables pensez-vous le mieux connaître? De quoi êtes-vous le plus sûr? De ce que votre esprit vous suggère ou des objets que vos sens perçoivent? De l'esprit ou de la matière, qu'est-ce qui est le plus vrai? Ce genre de questions sont au cœur même de nombreuses philosophies, et la plupart des gens choisiraient de répondre que la matière et les objets nous offrent bien plus de certitude que l'esprit et les idées. Nous avons tendance à prendre les objets pour critères même de réalité, contrairement à Platon, qui appelait les idées la vérité vraie. Dans l'entier, les productions de l'esprit étaient considérées bien plus comme des réalités éternelles et fiables, contrairement à la surface extérieure et transitoire du monde d'en dehors. Selon moi, il ne s'agissait pas d'un choix conscient. On n'avait pas nécessairement soupesé différents arguments philosophiques pour finalement choisir un monde où l'esprit précède la matière. On le comprenait et le ressentait de cette façon, tout simplement. Car pour l'homme de l'Antiquité, c'était le contraire. Les gens étaient moins en prise avec les objets physiques, car ils n'étaient pas aussi définis qu'ils le sont pour nous. Si on regarde par exemple l'image d'un arbre peinte sur les murs d'un temple ancien, on s'aperçoit que l'artiste n'a pas vraiment analysé la manière dont les branches se rattachent au tronc. En ce temps-là, personne ne regardait les objets avec la même attention que nous. Quand on se trouve sur un site touristique antique, les guides sur place ont souvent l'habitude de dire ce genre d'idiotie. Regardez ce bas-relief de femmes lavant leur linge dans la rivière et d'hommes semant dans les champs. Vous pouvez voir exactement la même scène aujourd'hui à 2 pas d'ici. Or, il existe 2 types d'histoires. L'une d'entre elles étant l'approche plus contemporaine, communément admise, dirons-nous, qui suppose que l'homme en substance n'a pas vraiment changé. L'histoire que nous racontons ici est assez différente car la conscience change selon les époques, de génération en génération. Notez ici l'imprécision, la négligence presque avec laquelle sont représentés ces arbres sur une tombe de la 8e dynastie. Les artistes ayant peint ces murs étaient sûrement moins intéressés par ces objets physiques que par les dieux peints à quelques mètres dans le sanctuaire du temple. Ce qui monopolisait leur attention et qui regorge réellement de détails sont les objets émanant de l'esprit. Ces images-là sont très nombreuses et souvent précises. Ce que cela signifie, c'est que contrairement à ce que pourrait dire notre guide, la différence entre les femmes lavant leur linge il y a 4000 ou 5000 ans et des femmes lavant leur linge aujourd'hui est sûrement plus importante qu'il n'y paraît. Du point de vue de la science moderne, cette manière de voir les choses est totalement illusoire. Mais on va découvrir que beaucoup de faits témoignent de l'adhésion de beaucoup de grands personnages de l'histoire à cette conscience ancienne. Nous verrons comment eux-mêmes racontent que cela leur a permis de voir le monde tel qu'il était réellement et de comprendre comment il fonctionnait. Il est indéniable que par bien des aspects, leur discernement était bien plus pertinent que le nôtre. Ils ont rapporté dans le monde réel des visions qui ont changé le cours de l'histoire, des idées qui n'ont pas simplement inspiré les œuvres d'art et de littérature des plus grands génies, mais qui ont également permis les plus grandes découvertes. Essayons de nous glisser dans leur esprit et imaginons-nous ce qu'il peut se passer dans ce cas-là.
glissons-nous dans l'esprit de quelqu'un qui vivait il y a 2500 ans, quelqu'un qui traverse une forêt pour se rendre à un bosquet ou à un temple. Pour cette personne, la forêt et tout ce qu'elle contient sont vivants. Le tout l'observe. Des esprits invisibles murmurent dans les branches des arbres. La brise caresse sa joue. C'est pour lui un geste divin. L'éclair, l'expression de la volonté cosmique qui pourrait l'inciter à accélérer le pas ou à aller se mettre à l'abri, dans une grotte par exemple. À cette époque, quand les hommes pénétraient dans une grotte, ils avaient d'ailleurs l'étrange sensation d'être dans leur propre crâne, coupés du monde et réfugiés dans leur propre espace mental. Quand ils montaient en haut d'une colline, ils sentaient leur conscience s'envoler dans toutes les directions et embrasser l'horizon jusqu'au bord de l'univers dans une communion parfaite, et la nuit, le ciel était pour eux l'esprit du cosmos. L'homme qui traversait la forêt en longeant un sentier avait l'impression aiguë de suivre sa destinée. Parmi nos contemporains, certains se demandent sûrement « Mais comment diable me suis-je retrouvé dans cette petite vie qui a l'air si éloignée de ce que je suis réellement ?» Une pensée de ce genre était sûrement inconcevable pour un homme vivant à cette époque, car chacun était conscient de la place qu'il occupait dans le cosmos. Tout ce qui arrivait à cet homme, même la vue de grains de poussière dans un rayon de soleil, le bourdonnement d'une abeille, le vol d'un moineau, ça devait arriver. Tout lui parlait. Tout était soit une punition, soit une récompense, un avertissement ou une prémonition. S'il voyait un hibou, ce n'était pas simplement la représentation d'Athéna, c'était la déesse elle-même qu'il voyait. Une partie d'Athéna, peut-être son doigt le mettant en garde, s'invitait dans le monde physique et par là même dans la conscience de notre homme. Donc, c'est important de bien comprendre la manière très particulière qu'avaient les anciens de faire le lien entre les humains et le monde physique. Ils croyaient vraiment que tout ce qui était à l'intérieur de nous-mêmes avait une correspondance dans la nature. Les vers ont, par exemple, la forme de nos intestins et ils traitent la matière de la même manière. Nos poumons, qui nous permettent de bouger librement dans l'espace, ont la même forme que des oiseaux. Le monde physique est l'intérieur de l'humain rendu visible à l'extérieur. Les poumons et les oiseaux sont vraiment deux expressions différentes du même esprit cosmique. Mais le plus significatif pour les enseignements des écoles du mystère, c'est que vu du ciel, la disposition des organes du corps humain reflétait le système solaire. Pour les anciens, toute la biologie était de l'astrobiologie. Aujourd'hui, on sait parfaitement comment le soleil donne vie et puissance aux choses vivantes, tirant du sommeil la plante dans sa graine et la caressant de ses rayons pour qu'elle se dresse. Les anciens disaient aussi que la lune, au contraire, avait tendance à aplatir et à élargir les plantes. Les bulbes, comme les tubercules, disait-on, en étaient très affectés. Le plus étonnant est peut-être que la forme symétrique des plantes, leur complexité, était attribuée au dessin que forment les planètes et les étoiles se déplaçant dans le ciel. Comme un de ces corps célestes dont le chemin dessine un lacet, une feuille ou une fleur qui s'étire en grandissant fait de même. Saturne, par exemple, emprunte un parcours anguleux comme les aiguilles des pins. Est-ce une coïncidence d'apprendre par la science moderne que les aiguilles de pin contiennent des traces importantes de plomb, métal que les anciens disaient être animé par Saturne? Dans cette vision ancienne, le corps humain était également affecté par les motifs que dessinent dans le ciel les étoiles et les planètes. Leurs mouvements étaient inscrits dans les côtes et dans le lemniscate, en forme de 8 si vous préférez, dans les nerfs centripètes. La science a inventé le mot biorhythme pour décrire la manière dont la relation entre la Terre, le Soleil et la Lune, marquée par les séquences des saisons, du jour et de la nuit, est biochimiquement gravée dans les fonctions de chaque être vivant, comme dans les cycles du sommeil.
Mais au-delà de ces rythmes assez évidents, les anciens en reconnaissaient d'autres plus complexes mathématiquement, en relation avec des événements bien plus lointains dans le cosmos qui sont inscrits dans la vie humaine. Nous respirons par exemple à peu près 25 920 fois par jour, ce qui représente le nombre d'années dans la grande année platonique, si vous voulez le nombre d'années nécessaires au Soleil pour accomplir le cycle complet du zodiaque, et le même nombre de jours constitue la durée de vie moyenne ou idéale de l'être humain, 72 ans. Cette affinité n'était pas que physique, elle s'étendait à la conscience même.